Bonjour, bonsoir. Alors, les modèles d'affaires de la troisième révolution industrielle. Le plan. Un voyage dans l'écosystème contemporain, l'homme dans l'écosystème numérique, une vision prospective que j'ai eue dès 1990, la troisième révolution industrielle, l'oclonomie, qui est un concept que votre serviteur a inventé, quelques éléments de théorie oclonomique, troisième ou quatrième révolution industrielle, du web 1.0 au web 4.0, tendance récente 2020-2021, de nouveaux modèles d'affaires, et puis quelques mots de conclusion. Je vous propose un voyage dans l'écosystème contemporain. On parle du digital, du numérique. Eh bien moi j'estime que les termes préférables sont informatique anthropologique, nouveau paradigme économique et social. L'anthropologie, je vous rappelle que c'est l'étude des êtres humains dans une perspective interne et externe. L'homme dans l'écosystème numérique. L'homme est plongé dans un paradigme nouveau. Il y a mise en réseau des individus. À terme, toute l'économie sera informatique et dominée par des entreprises numériques. On assiste au passage de l'ère de la main-d'œuvre du XXe siècle à l'ère du cerveau d'œuvre du XXIe siècle. Et de ce fait, on rentre dans une vague d'innovation et de destruction créatrice façon Schumpeter, la plus forte de l'histoire de l'humanité. Et il est donc indispensable de s'armer intellectuellement pour comprendre ce grand chambardement. L'homme dans l'écosystème numérique. L'histoire de l'humanité, c'est la capacité de l'homme à maîtriser l'énergie, la mobilité et les connaissances. Eh bien, l'homme a accéléré cette démarche au cours de la première révolution industrielle en 1780, dont l'intrant était la vapeur, puis au cours de la deuxième révolution industrielle de 1880, dont l'intrant était l'électricité. Donc, durant cette période, l'homme organise la société autour de l'exploitation de la main-d'œuvre. Il améliore ses limites physiques. Aujourd'hui, la capacité cognitive de l'homme est infiniment plus puissante. À l'ère de la main-d'œuvre, on utilise rationnellement la main-d'œuvre, on invente le système hiérarchique pyramidal. En fait, c'est le meilleur moyen de faire accomplir des tâches répétitives à des gens qui sont peu formés et dans des processus inventés par d'autres. À l'ère du cerveau d'œuvre, on quitte ce système hiérarchique pyramidal pour entrer dans l'ère du réseau collaboratif. Dès le milieu des années 90, j'ai eu le sentiment qu'on assistait au passage d'un monde ancien qui disparaissait progressivement à un monde nouveau qui n'était pas encore éclos. Il y avait deux phénomènes, la mondialisation, le marché mondial a doublé de taille, avec en plus l'augmentation de la financiarisation pour le meilleur et pour le pire. Puis la révolution Internet, informatique d'abord, puis Internet. En fait, on a assisté à l'essor de la finance à partir des années 80, qui a été engendrée par une vague de déréglementation et une série d'innovations d'ingénierie financière. C'est un peu la période Thatcher-Reagan. Et puis, une accélération de la mondialisation, dont la cause est l'ouverture de la Chine, la chute du mur de Berlin, et aussi cette révolution technologique informatique qui démarre, puisque on permet le voyage de l'information de manière beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteuse. Et à ce moment-là, moi j'ai eu l'intuition qu'on entrait dans un monde différent de celui pour lequel on avait été préparé par notre pensée, notre culture, préparé par l'éducation, l'enseignement et la formation, préparé par les systèmes de management de nos organisations. En fait, on était face à la révolution industrielle de 1980. La troisième révolution industrielle après celle de 1780 et de 1880. Troisième révolution industrielle. 1780, la première révolution industrielle avec la vapeur comme intrant.
Et puis, la vapeur s'est constituée un système technique d'usine d'abord, puis le chemin de fer avec la construction d'un réseau. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ça a été excessivement progressif. Au début de la vapeur, on a eu des usines avec des courroies, les courroies cassées, les ouvriers se blessaient ou se tuaient. On n'a pas eu d'un coup de baguette magique tout de suite le bénéfice de la machine à vapeur qui a eu des incidences très importantes, notamment dans l'aménagement du territoire. Deuxième révolution industrielle en 1880, l'intrant c'est l'électricité, et puis dans une deuxième partie, le pétrole. Ça a permis l'économie fordiste. Là aussi, il y a eu une progression. 1980, c'est la troisième révolution industrielle. L'intrant, c'est l'information, c'est la donnée, c'est la data. Elle est fondée sur l'informatique, puis par prolongement sur Internet, et l'industrie est mue par les processus normés et informatisés. Dans l'économie fordiste de la deuxième moitié de la deuxième révolution industrielle de 1880, l'homme appartient à une masse. C'est la masse de travailleurs de la grande entreprise pyramidale, hiérarchisée, qui fait des produits standardisés et masse de consommateurs sur des marchés grand public. Dans l'économie numérique de la troisième révolution industrielle de 1980, l'homme appartient à une multitude. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est encore si difficile aux États, aux institutions, aux entreprises, grandes ou petites, d'intérioriser cette nouvelle donne. Mais les intervenants aujourd'hui et demain sont là pour améliorer les choses. Alors en fait, ça revient à se poser la question, comment aider les organisations à réussir cette troisième révolution industrielle? Les deux premières révolutions industrielles, 1780, 1880, elles se sont chacune déroulées sur 2 demi-siècles. Un demi-siècle de construction d'une offre de produits abordable et d'une utilisation simplifiée, et un demi-siècle de développement de la demande de ces produits. On parle de révolution des usages avec l'apparition d'une classe moyenne en capacité d'acheter les produits de cette révolution sous forme de biens et de services qui favorisent la multiplication des usages. Si on prend l'hypothèse, auquel je crois, de cette maquette, et que cette maquette s'appliquera à la troisième révolution industrielle comme elle s'est appliquée aux 2 premières. Si c'est le cas, on est dans un demi-siècle, 1980-2030. C'est une période de constitution d'une offre accessible sous forme de biens et services avec de nouveaux usages en cours de multiplication. Et puis, on aura un demi-siècle à partir de 2030-2080, puisque une révolution industrielle, ça dure 100 ans, de développement de la demande de produits, et ce sera les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives. Un monde meilleur. Alors, l'étude par l'OCDE des révolutions industrielles montre qu'elles engendrent des cycles. Et ces cycles ont une régularité historiquement et statistiquement concernée. Le cycle, ça prend la forme d'une courbe en S avec un point d'inflexion qui correspond à une crise. À mon avis, nous y sommes, 40 ans après 1980. Et pour sortir de cette crise, cela suppose de formuler et de mettre en œuvre les recettes du succès de l'onclonomie pour trouver une dynamique de croissance. Qu'est-ce que l'onclonomie? Pour convaincre les décideurs privés et publics et pour marquer la profondeur des bouleversements, j'ai inventé un néologisme qui est onclonomie. Du grec oklos, multitude, et nomos, l'organisation. Plutôt que économie, et vous prenez éco, la maison. C'est beaucoup plus global et beaucoup plus puissant. Alors le terme correspond mieux au nouveau modèle que le terme économie. Je viens de le dire. En fait, l'onclonomie, c'est un mot qui désigne un modèle de société. Un modèle qui, par hypothèse, serait parvenu à l'efficacité et à l'équilibre, comme disent les économistes, dans le monde qu'a créé la troisième révolution industrielle de 1980. Eh bien, le grand saut dans le monde de l'informatisation généralisée, c'est le sésame qui permet de repenser nos organisations pour qu'elles deviennent ouvertes, collaboratives, libératrices et création de valeur. Je vous propose de taper onclonomie sur Google,
Et j'ai plusieurs articles que j'ai rédigés autour de cette idée. Et dans les interventions que j'ai entendues depuis ce matin, on est au cœur de personnes et de compétences et d'entreprises qui réalisent et qui essaient de réaliser cette transformation. Alors évidemment, Oclonomie, ça ne correspond pas à l'économie de la société actuelle. Et à mon avis, mon humble avis, les sociétés, elles sont en crise multiple, parce qu'elles ne sont pas encore parvenues à la maturité de l'informatisation. L'oclonomie, c'est un repère qu'on a posé à l'horizon du futur pour faire apparaître les conditions nécessaires à cette réalisation. Alors ce repère, il me paraît complètement essentiel parce qu'il indique la direction pour sortir des crises. La révolution numérique, elle a eu lieu. Nous sommes à l'ère de la performance informatique anthropologique. Il faut apprendre à s'y mouvoir. Alors on peut se demander la question de pourquoi après 1980, après 40 ans, après 1980, c'est encore assez difficile, vous le constatez dans vos activités, pour les États, pour les entreprises et les autres institutions de comprendre et d'intérioriser cette donne. Je pense que ne pas profiter des opportunités de rendement croissant, c'est un manque à gagner remarquable, et ne pas anticiper les menaces, je pense notamment aux menaces de cyberattaque, c'est un risque. La mutation est à base informatique, mais il faut ajouter une autre dimension essentielle, qui est l'acteur, le réalisateur de cette mutation industrielle. La première révolution industrielle de 1780, ça a été réalisé par des entrepreneurs. L'entreprise à cette époque avait des effectifs faibles. La grande entreprise, au maximum, elle emploie 1000 personnes à cette époque. Avec la deuxième révolution industrielle de 1880, la révolution de l'électricité, on va passer à des entreprises de 100 000, 200 000, 300 000. C'est le Fordisme, c'est les grandes bourgs, ça peut être même l'image des temps modernes de Charlot. Dans la troisième révolution industrielle, l'entrepreneur, et vous en êtes des témoins vivants, il redevient l'acteur essentiel. En fait, l'entreprise de la troisième révolution industrielle, elle a des effectifs assez limités et pourtant, elle transforme le monde. La mutation, elle doit être vue comme donc technologique, mais aussi entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise numérique? En quoi une entreprise numérique se différencie-t-elle d'une entreprise traditionnelle? Alors, souvent, on répond, c'est l'intensité du recours aux technologies numériques. Non, je ne crois pas. Vous avez énormément de technologies dans des grands groupes comme Carrefour, BNP Paribas ou Orange. Et en fait, ce ne sont pas vraiment des entreprises numériques. Une entreprise numérique, ça a trois critères cumulatifs. Le premier critère, c'est une entreprise qui propose à ses clients une expérience utilisateur exceptionnelle. Le deuxième critère, c'est une entreprise qui connecte en permanence des données et qui observe en temps réel et en permanence tout ce que font ses utilisateurs. Et le troisième critère, c'est une entreprise qui crée un modèle d'affaires dont les rendements sont croissants. Alors, il faut développer une intelligence oclonomique. En fait, l'intelligence oclonomique, je suis engagé sur les problèmes d'intelligence économique depuis le début en France, c'est-à-dire dans les années 1995, où j'ai créé un des premiers cercles au MEDEF sur le sujet, et puis on a rayonné. En fait, c'est apporter le concept d'intelligence économique à l'oclonomie. L'intelligence économique, c'est un mode de gouvernance dont l'objet est la maîtrise et la protection de l'information stratégique. C'est quoi la finalité? C'est la compétitivité et la sécurité de l'économie et des entreprises. Ça recouvre la gestion de l'information, il faut savoir recueillir, je viens de l'écrire, etc., vous savez lire. Bon. Tout ça pour détecter des opportunités et des menaces. En fait, on raffine de l'information comme on raffinait du pétrole dans la deuxième partie de la révolution industrielle de 1880. C'est deuxièmement, l'intelligence économique, c'est la valorisation et la protection du capital immatériel, et c'est l'action proactive sur leur environnement par la communication, l'influence et le lobbying. En fait, le modèle de l'oclonomie, ça tire les conséquences de deux postulats. 1. Les tâches répétitives sont automatisées. 2. La fonction productive est à coût fixe. Les tâches répétitives, elles sont automatisées, vous le savez. Conséquence, le cerveau humain
ça devient une ressource naturelle inépuisable. Et la fonction de commandement ne peut plus être hiérarchique. Et la fonction de production, elle est à coût fixe. Quelle conséquence? Tout produit est un assemblage de biens et de services élaborés dans le cadre d'un partenariat. L'entreprise de l'économie de la troisième révolution, donc, délègue des responsabilités aux collaborateurs. Elle leur demande de faire preuve de jugement pour des raisons et d'efficacité. Dans la présentation que j'avais faite sur la période deuxième révolution industrielle, on a dit qu'il y avait des tâches qui étaient répétitives et qui étaient confiées à des gens relativement formés. En fait, c'est très très différent, parce que cette responsabilité, ça doit s'accompagner d'une reconnaissance du droit à la parole et du droit à l'erreur. On ne peut pas demander au cerveau d'œuvre de travailler en pur exécutant. Parce que le cerveau humain, au bout d'un moment, il va cesser de fonctionner, il va réagir, il va s'évader. Il n'y a pas de possibilité de s'exprimer si on n'est pas la possibilité de s'exprimer et d'être écouté. Alors, dans l'économie que j'appelle fordiste de la deuxième révolution industrielle, on connaissait des business verticalisés. Nissan faisait des voitures, Danone des yaourts, Gaumont du cinéma et le Sénat de la politique. Aujourd'hui, on a une horizontalité des métiers, c'est-à-dire que les conglomérats de l'intelligence artificielle font plusieurs métiers. Baidu, qui est le Google chinois, vous le savez, se lance dans la voiture autonome à partir de l'intelligence artificielle. Et quand on voit que les 55 collaborateurs de WhatsApp ont créé en 4 ans 23 milliards de dollars de valorisation payée en cours Facebook, les 130 000 valeureux ouvriers, contremaîtres, ingénieurs de Peugeot dans les brumes du Jura et des Vosges ont créé moitié moins en faisant les 3-8 depuis un siècle. C'est injuste peut-être, c'est politiquement incorrect, mais c'est la réalité. Et si on ne participe pas à cette création de valeur, la paupérisation de nos populations, en particulier dans notre pays, est une certitude. Et la gestion politique des conflits, de ces défis, ne va pas être simple. Nous sommes déjà en Europe en pleine crise populiste, alors que l'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment mise en place. Alors, de nouveaux entrants viennent se glisser entre le producteur et le consommateur. Ça s'appelle de la disruption, vous le savez, ou un mot plus public, ubérisation, qui a été inventé par l'ex-patron de Publicis. C'est un phénomène par lequel l'économie, économie informatisée de cette troisième révolution industrielle de 80, remet en cause rapidement l'ancien modèle de l'économie classique. Il y a des tas d'exemples là-dessus, on les connaît par cœur, sur Uber, sur Airbnb, etc. En fait, c'est une machine à casser de l'ordre établi. Quelques éléments de l'économie encore. La puissance de la multitude, c'est fondamental. La principale dimension de la révolution numérique, c'est la puissance à l'œuvre à l'extérieur des organisations. C'est la puissance des individus connectés. En fait, les entreprises, elles doivent apprendre à capter cette richesse grâce aux algorithmes, au big data et à l'intelligence artificielle. Donc, savoir capter cette externalité, c'est réussir à se constituer un nouvel actif immatériel de l'entreprise, qui est le capital système d'information. Nous avons travaillé sur ces sujets parce qu'en fait, même la comptabilité appréhende mal la notion de capital immatériel. Elle joue un peu avec le goodwill, mais au fond, la notion de capital immatériel, dont, à mon avis, un des essentiels, c'est le capital système d'information, et ne figure pas dans un bilan comptable. Alors, cet actif immatériel, je viens de le dire, il est bien entendu bien plus important que les actifs matériels, c'est-à-dire les immos, les stocks, etc. Et il est aussi un des capitaux immatériels essentiels. Je pense que la France a besoin d'une élite qui saura favoriser cette convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de l'information et des sciences cognitives, pour encourager une formidable source d'innovation. Et une élite qui sera créée des organisations avec de l'autonomie, de la créativité, de la pluridisciplinarité, des responsabilités collectives et la recherche de sens. En fait, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une nécessité. Alors, certains parlent de quatrième révolution industrielle. Je l'ai même entendu, même à Davos. Moi,
immodestement, je pense que c'est une erreur. Alors par exemple, pour obtenir la révolution industrielle de 1980 basée sur l'électricité, il a fallu inventer successivement la lampe électrique, le moteur électrique, le transformateur, les lignes électriques à haute tension, très progressivement. Et d'ailleurs, il y a eu Faraday, Edison et autres, ils ont mis le feu à leur atelier, il y a eu plein de difficultés. En fait, à chaque fois, on aurait pu qualifier chaque stade d'une révolution industrielle. C'est faux. Mais par contre, dans une révolution industrielle, il y a plusieurs révolutions technologiques. Donc, on est bien sous la 3e révolution industrielle et non la 4e. En fait, c'est simplement de l'arithmétique. Une révolution industrielle, ce n'est pas ma science, c'est les travaux de l'OCDE, ça dure 100 ans. Et elle a, celle de 1980, à 40 ans, 41 ans exactement. En fait, autant je ne crois pas au fait que ce soit la 4e révolution industrielle, mais bien entendu, vous le savez, il y a le web évolue. Et ça a beaucoup d'importance sur ce que je vais dire par la suite, sur également les modèles d'affaires, parce qu'on va zoomer sur les modèles d'affaires qui évoluent avec le web. Étant entendu que tout ça, c'est une capacité créative. Jamais on a eu de possibilité autant, et vous en êtes des témoins vivants, dans les différentes startups et autres entreprises que j'ai entendues depuis ce matin, de le créer. Alors, le web 1.0, c'est un web statique. C'est centré sur la distribution d'informations, rappelez-vous. Bon, ça paraît vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Bon. Alors, le web 2.0, on arrive à une conversation. C'est un web social. On partage, etc., vous le savez, texte, vidéo, images, machin, etc. Bon, c'est les réseaux sociaux, on a vu tout ça, etc. Le web, en fait, il se dynamise. Alors, on le sait que la prolifération de contenu de qualité inégale, d'ailleurs, il suffit d'entendre énormément de nos contemporains, pour eux, les réseaux sociaux sont des poubelles. Je ne crois pas du tout que les réseaux sociaux soient des poubelles. La preuve, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est simplement par un contact LinkedIn. LinkedIn ne me paraît pas une poubelle. Il y a peut-être des imperfections, il pique peut-être nos données, mais ce n'est pas une poubelle. Bon, donc en fait, mais c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène d'infobésité qui n'est pas négligeable. Alors, le web 3.0, c'est vu comme du web sémantique. Moi, je pense que ça vise à organiser la masse d'informations disponibles en fonction du contexte et des besoins de chaque utilisateur. Le web sémantique, en fait, ça fournit un modèle qui permet aux données d'être partagées et réutilisées entre plusieurs applis et groupes d'utilisateurs. Le web 4.0, c'est la 4e génération d'Internet. Donc, en fait, c'est l'ultra-intelligence. Vous le savez, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning, c'est tous ces éléments. Tout est écrit. Bon. Ça conduit à une informatique omniprésente. Au début de mon exposé, j'ai dit, on ne va plus sur Internet. Dans l'écosystème, on est sur Internet. Il y a toujours plus d'objets connectés, intégrés et qui communiquent entre hommes. Même, du coup, ça crée un certain nombre de fantasmes en disant que l'ordinateur prend le pouvoir. Personnellement, je n'y crois pas. En fait, toutes ces générations du web que je rappelle là, ça permet la construction de modèles d'affaires différents et nouveaux. Et quand je parle de créativité, c'est qu'en fait, il faut laisser toute la créativité. J'aime une image en disant que si vous prenez un pinceau et de la peinture, vous pouvez être statistiquement de grandes chances d'être un peintre du dimanche, et puis il y a Matisse derrière. Donc c'est pareil. En fait, on a tous les ingrédients pour réussir des choses. Alors, nouvelle tendance très récente, 2020-2021. Alors, on le sait, les grandes plateformes restent les géants. Les chiffres sont là. En fait, doublement de la valo des GAFAM pendant la période du Covid. Mais à mon avis, ce n'est pas le seul phénomène remarquable pour la période récente 2020-2021. En fait, il y a 2 tendances qui émergent dans le numérique. C'est l'apparition de nouveaux acteurs et le développement précisément du web 3.0. Et pour ça, je prends un certain nombre d'exemples. Bon, développement de nouveaux acteurs qui ont eu également une croissance folle. Vous les connaissez probablement, il y en a 3 qui sont emblématiques pour moi, Vinted, Twitch et Roblox. Vinted, vous le savez, c'est une plateforme de vente d'occasion qui réinvente la distribution.
En fait, il y a un désir du consommateur de consommer plus éthique et aussi de consommer tout court, et explosion des articles d'occasion réparés, voire mis en location. Et donc en fait, la seconde main, c'est moins une victoire de l'économie circulaire qu'une véritable extension du domaine de la vente. Twitch, c'est une plateforme de streaming qui réinvente la télévision et qui repose sur des particuliers. Alors, qu'est-ce qui distingue Twitch de YouTube? Deux choses. La sortie du modèle de la publicité, les fans, ils s'abonnent à leur chaîne préférée et Twitch se contente de toucher sa commission. Et la capacité à gérer des conversations. Alors, il y a 9 millions d'utilisateurs chaque jour, d'actifs chaque jour, et Twitch permet à des vidéastes de gagner de l'argent en diffusant des parties de jeux vidéo en streaming. Roblox, c'est une plateforme qui révolutionne le jeu. Je ne suis pas du tout adepte addict des jeux vidéo, mais en fait, j'ai appris ça. 18 millions de jeux qui réinventent le business du jeu vidéo. Et l'objectif, c'est de construire un jeu visité par d'autres joueurs. C'est par exemple des courses d'obstacles, des situations économiques, des simulations de tir. Donc en fait, les joueurs, ils visitent un jeu, ils contrôlent leur personnage, et il y a une possibilité de modifier l'apparence de celui-ci en achetant des divers objets. Et en fait, ces objets, ils sont achetés par des Robux, qui est la monnaie virtuelle de Roblox. C'est en ça que c'est captif et c'est quand même assez original. Entre parenthèses, au passage, on pensait qu'il y a un retour des avatars, parce qu'on pensait que sous Second Life, eh bien, la notion d'avatar était terminée. Apparemment, vu le succès de Roblox, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, la deuxième tendance, c'est justement l'utilisation du Web 3.0. On l'a défini tout à l'heure, ce Web 3.0. En fait, le Web 3.0, ça consacre de nouveaux modèles d'affaires. C'est pour ça, je pense que ces trois plateformes, il y en a d'autres, sont remarquables. Et parce que ce succès, justement, c'est l'utilisation du propos du 3.0. Donc il y a des caractéristiques que je rappelle là, c'est le réseau, c'est le client-serveur, c'est ce qui est écrit, je ne veux pas trop détailler, vous voyez, donc en fait on a un certain nombre, je viens de le dire, de la valeur de la monnaie et des spécificités de produits qui correspondent au Web 3.0. Là, c'est la troisième caractéristique. On valorise les produits dits no-code. Le sujet a été traité tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, on se dit, on va fournir à l'utilisateur des systèmes relativement simples, sans beaucoup de compétences techniques, pour qu'il puisse lui-même créer son modèle. Quelques mots rapides de conclusion. En fait, évidemment, c'est un lieu commun de dire qu'on a vécu, et il n'est peut-être hélas pas complètement terminé, une grave crise sanitaire. En fait, c'est évident que ça aurait été encore beaucoup plus insupportable et plus dommageable pour nos économies si on n'avait pas dispensé des outils de communication. Et bien entendu, le télétravail est arrivé. C'était la seule solution. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus profond que ces problèmes d'outils. Je me souviens que en pleine crise de pandémie, je suis ami avec Louis Pouzin, qui est un des pères d'Internet. Je vous invite à taper Louis Pouzin sur Internet si vous ne le connaissez pas, mais dans mes conversations, j'ai rencontré des gens qui le connaissaient, au moins de réputation, qui est l'inventeur du datagramme. Il n'a pas vraiment inventé Internet, etc. Je me souviens qu'on a fêté récemment ses 90 ans, mais il avait donc 89 ans. Et à 89 ans, je me suis amusé à envoyer à tous les amis autour de lui un gâteau d'anniversaire. On était tous confinés. Et j'ai dit, imaginez, si Louis n'avait pas été là, la situation eût été encore pire. Bon. Donc tout ça, il est certain que la combinaison de l'agilité des startups, des découvertes de la science, ça fait qu'on a inventé ce vaccin. Et c'est quand même un exploit en si peu de temps. Alors c'est vrai que la manipulation du génome, ça a des faces sombres, que le traitement des datas, ça peut menacer nos libertés, que l'abus de position dominante, c'est un lieu commun des GAFAM de dire que ça perturbe un peu nos fonctionnements, mais je pense que le danger, il vient moins de la technique. La pire des peurs, c'est d'avoir peur de la peur. Et en fait, par rapport à l'usage, c'est l'homme qui deviendra la clé du modèle qu'il souhaite. Je vous remercie.